Invincible. Ce nom vous dit quelque chose. D'ailleurs, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous connaissez Invincible. La saison 3 est finie, le comic aussi est terminé depuis des années, mais cette série soulève certaines questions. Certaines sont plus ou moins logiques et pertinentes, d'autres non. Aujourd'hui, moi, analytique, j'ai pioché une question que personne ne se pose et qui mérite d'être posée. Pourquoi Invincible est-il aussi fort? Pourquoi les hybrides viltrumiens humains sont si parfaits? Attention, le comic sera au centre de cette vidéo, donc alerte au spoil. Bon, pour poser les bases, il y a Mark, mais pas que. Il y a aussi les enfants de Lucan, d'Anissa, du général Craig et de Tula. Mais qu'ont ces enfants de plus que les autres hybrides, comme les Traxans ou les viltrumiens classiques? Pourquoi sont-ils meilleurs? Contrairement aux viltrumiens d'élite, eux semblent appartenir à une toute nouvelle catégorie. Prenons l'exemple de Mark. Il se bat de façon humaine comme un amateur du point de vue d'un viltrumien. Il ne suit pas le style viltrumien, il ne s'aligne pas avec la culture viltrumite. Retenez bien ce mot culture car on y reviendra très vite. Si les humains ne font pas partie de la même famille que les viltrumiens, alors pourquoi Mark est-il si parfait? De plus, pour qu'une espèce puisse se reproduire avec une autre, il faut que les deux espèces aient un lien de parenté assez proche pour avoir un matériel reproducteur similaire. Je ne vous apprends rien. Entre 1879 et 1882, un biologiste Fleming observe les chromosomes pendant la division cellulaire. Il ne comprend pas encore leur fonctionnement, mais il remarque leur structure et leur comportement. On avance maintenant dans le temps jusqu'au XXe siècle. Ce n'est qu'en 1956 que les scientifiques Jo-In Cho et Albert Levent, désolé pour la prononciation, établissent correctement le nombre de chromosomes humains, 46, soit 23 paires. C'est à partir de là qu'on comprend qu'un nombre exact de paires, ni trop ni moins, est crucial pour le développement d'un embryon. Par exemple, dans le monde animal, il y a le ligre, un mélange entre un lion mâle et une tigresse. Grâce au nombre de chromosomes compatibles, il est possible de se mélanger. Ils font partie de la même espèce, Panthera, 39 chromosomes pour être exact. Leur ancêtre commun a vécu il y a environ 2 à 3 millions d'années. Cependant, il y a un souci. Le ligre est très rarement fertile. La règle avec cette espèce, c'est l'infertilité. La fertilité n'est que l'exception. Rares sont les ligres qui peuvent se reproduire. Et en plus de ça, la pauvre bête présente des handicaps, problèmes articulaires, troubles cardiaques, problèmes neurologiques ou hormonaux, espérance de vie réduite. Et mentalement, les ligres sont bizarres. Ils héritent du comportement social du lion et du tempérament solitaire du tigre. Le ligre devient alors imprévisible et imparfait. Il n'est pas adapté à la nature. Un peu comme Oliver, qui a une peau horrible d'après Lucan et qui ne dépasserait pas sans doute les 100 ans d'espérance de vie. C'est logique. Oliver, peu importe où il vivrait, il serait seul. S'il reste sur Traxan, il verrait tous ses proches mourir. S'il vit sur Viltrum, il finirait par mourir bien avant les autres. Dans les deux espèces dont Oliver provient, il n'est pas adapté aux deux environnements. Et ce n'est qu'un exemple que je vous ai donné. Fermons la parenthèse sur Oliver, on reviendra sur son cas. Grosso modo, si une espèce a un ancêtre commun mais qui est lointain, je veux dire vraiment loin, sachant que la nature change et est exclusive, on peut spéculer sur le fait que les humains et les viltrumiens ont un ancêtre commun, assez loin pour qu'il y ait une différence flagrante, mais pas si flagrante que ça entre un viltrumien et un humain, mais assez proche pour leur donner le matériel génétique nécessaire pour se reproduire, ne pas avoir de handicap et pouvoir donner des patates de forain aux plus puissants des viltrumiens dans le soleil. Bon, on voit bien qu'il y a un truc qui cloche, mais comment Mark arrive à être aussi invincible? Pourquoi? Juste pourquoi est-il si viltrumien? Est-ce causé par l'adrénaline? Bon, ne pas avoir de handicap, c'est bien. C'est déjà excellent, mais il y a un truc qui ne colle pas. Vous avez sans doute crié aux euphismes quand vous avez vu Mark se battre au même niveau que des viltrumiens d'élite. Et la première chose que vous avez entendue, c'est que Mark a de l'adrénaline, ce qui est vrai. Mais ce que vous ne saisissez pas, c'est que les viltrumiens ont aussi de l'adrénaline. La seule différence entre Mark et les autres viltrumiens est culturelle. Mais bon, mettons cet aspect de culture encore une fois entre parenthèses, on y revient dessus après. Faites-moi confiance. Revenons sur l'aspect génétique pour une bonne et dernière fois. Pour trouver un ancêtre commun à ces deux-là, il va falloir remonter très loin, dans le passé, très loin. Mais alors, quand est-ce que l'ancêtre commun entre humains et viltrumiens a existé? C'était il y a combien d'années?
Vous pensez sans doute que c'était il y a 10 millions d'années. Peut-être quand l'humain a commencé à marcher. Alors c'était il y a environ 5 à 7 millions d'années. Pour qu'il puisse y avoir une aussi grosse différence, il faudrait que la divergence entre humains et Viltrumiens se fasse à des centaines de millions d'années avant, puisqu'ils sont tellement différents, Viltrumiens et humains. Je ne vais pas vous mentir, qu'en me posant toutes ces questions, je me suis perdu. Et puis d'ailleurs, pourquoi les Viltrumiens sont à des années-lumière de la Terre? Il y a un truc qui ne coïncide pas. J'ai pas cherché très longtemps puisque la réponse résidait dans la question. Puisque les Viltrumiens sont si ressemblants aux humains et que leur planète l'est aussi, alors arriver à développer des organismes qui se ressemblent est juste naturel. C'est comme les oiseaux chez nous, ou bien même les poissons. Beaucoup d'espèces vivant dans l'eau comportent des différences au niveau biologique, mais ils ont le même phénotype. Un dauphin a des nageoires tout comme un requin, mais on est d'accord que ce sont deux espèces différentes. Mais ce n'est pas suffisant. Je m'explique. La différence entre un humain et un Viltrumien est juste trop élevée. Un Viltrumien est à des années-lumière d'un humain. Son ADN, malgré la similitude avec celui d'un humain, est juste trop pur. Mais alors comment? Pourquoi? La réponse réside encore une fois dans la question. Leur différence est juste parce que la planète Viltrum n'est pas la Terre. Même si la planète ressemble à la Terre, il y a une différence. Déjà, il y a la gravité de Viltrum qui est plus élevée, entre 2 fois et 5 fois de plus. Mais comment un petit changement peut tout changer? La réponse est encore une fois dans la question. Dans l'ADN, il y a ce qu'on appelle des mutations. Les mutations sont assez aléatoires, mais il y en a 3. Une qui est neutre, donc qui n'est ni favorable ni défavorable à l'environnement. Une qui est défavorable, ce qui va fragiliser voire tuer celui qui la porte. Et une qui est favorable. Et changer un détail, c'est tout changer, surtout sur des centaines de millions d'années. Un bon exemple chez nous, c'est le réchauffement climatique qui a bousillé des millions d'individus en passant par tout type d'espèces vivantes. On voit qu'un changement brutal se crée avec une différence de 3 degrés et que ce changement impacte toutes les autres espèces. Des mutations ont alors lieu. Et ceux qui sont favorables à l'environnement se reproduisent plus facilement. Ces mutations, ces bugs dans le code génétique deviennent alors la norme dans une espèce. Et à chaque fois, ça se reproduit. Encore, encore et encore. Sur une petite planète bleue se trouve une espèce qui a très bien compris cela. La mésange charbonnière. Ce goat a su s'adapter de façon fulgurante à l'écosystème changeant. Il a réussi à reprogrammer son horloge interne pour survivre. Avant le réchauffement climatique, la mésange charbonnière, un petit oiseau qu'on retrouve partout en Europe, suivait un cycle très précis et régulier chaque année. Au tout début du printemps, vers mi-avril, elle commençait à pondre ses œufs. Pourquoi ce timing? Parce que c'est pile à ce moment-là que les chenilles, sa principale source de nourriture pour nourrir ses oisillons, éclosaient massivement dans les arbres. Le cycle était donc parfaitement synchronisé. Éclosion des œufs, éclosion des chenilles, buffet à volonté pour les bébés. Mais voilà. Avec le réchauffement climatique, les saisons ne sont plus ce qu'elles étaient, les températures commencent à grimper plus tôt dans l'année, parfois 2 à 3 semaines d'avance. Résultat, le printemps arrive plus tôt. Et devinez quoi? Les chenilles, elles aussi, avancent leur date d'éclosion. Sauf que la mésange, elle, ne le savait pas encore. Pendant plusieurs années, il y a eu ce qu'on appelle une désynchronisation écologique. Les œufs des mésanges éclosaient encore à l'ancienne date, mais les chenilles, elles, n'étaient déjà plus là. Trop tard, plus rien à manger. Ce genre de décalage est catastrophique pour les espèces car si tu rates la fenêtre de nourriture pour tes petits, ils meurent. Et ceux qui meurent ne transmettent pas leurs gènes. Mais voilà où ça devient fou. En moins de 20 ans, certaines populations de mésanges charbonnières ont commencé à pondre plus tôt. Et pas de manière aléatoire. Ce sont celles qui
qui avaient des légères variations génétiques dans leur horloge interne qui ont réussi à s'adapter. Ces individus-là ont survécu, ils ont transmis leur code génétique et aujourd'hui la moyenne des dates de ponte a changé. Avant mi-avril, maintenant parfois fin mars, voire plus tôt selon les régions. C'est une preuve directe que la pression climatique sélectionne des mutations favorables. Pas besoin d'attendre des millions d'années, la sélection naturelle est déjà à l'œuvre autour de nous en temps réel. Imaginons, même si l'ADN des Viltrumiens est pur, il y a un downgrade du point de vue de l'ADN Viltrumien et une mise à jour du point de vue de l'humain. Même si l'ADN est parfait et pur, avec seulement 2 ans d'âge Viltrumien, donc entre le moment où il a eu ses pouvoirs et le moment où il bat Conquest, il n'y a que 2 ans, environ 2 ans. Et adrénaline ou pas, un bébé ne peut pas tuer un adulte. On est bien d'accord. Bon. On est face à une impasse, à moins que l'humain tel qu'on le connaît ne se soit déjà mélangé avec un Viltrumien. On peut partir du principe que Mark est une fraude, n'est-ce pas? Non? Peut-être. Avec l'épisode 8 de la saison 3, on nous a montré que les Viltrumiens souffraient de leur propre idéologie à travers Conquest, quelque chose qui n'est pas dans le comic. L'aspect émotionnel des Viltrumiens a été mis en valeur par Conquest, ce qui a ajouté une vraie profondeur à ce personnage. Franchement, merci Amazon. Ça nous démontre que l'aspect cérébral, psychologique des Viltrumiens est bien plus proche des humains qu'autre chose et que leur comportement est purement culturel. Ça rejoint l'aspect de la culture évoqué tout à l'heure. Tu ne saisis toujours pas? Bon, voici un autre exemple. Oliver. Son cerveau, par exemple, comme il l'a lui-même décrit, est différent. Un point qu'il a lui-même souligné, c'est le fait qu'il possède des souvenirs de quand il était nourrisson. Il se rappelle de tout parfaitement, étant donné que son espèce ne vit pas plus d'1 an. La culture du peuple de Oliver s'est développée selon sa génétique. C'est pour ça qu'Oliver a l'air si mature, mais pourtant gamin pour son âge. L'aspect biologique qu'a Oliver n'est ni présent chez les humains ni chez les Viltrumiens. Son développement cérébral n'a rien à voir avec celui d'un humain ou d'un Viltrumien. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a aussi la couleur de sa peau, la longévité de sa vie, mais ça, je l'ai déjà énoncé tout à l'heure. Sa compréhension du monde, par conséquent, n'a rien à voir avec celle de Nolan ou de Mark. Mais cela ne répond toujours pas de façon concrète et à 100% à notre question. Pourquoi Mark est-il un Viltrumien pur? Pourquoi les humains sont-ils si compatibles avec les Viltrumiens? Bon, j'ai évoqué le fait que pour légitimiser les victoires de Mark, il fallait que l'Homo sapiens, tel qu'on le connaît, puisse avoir un ADN Viltrumien, ou du moins un ADN cousin. Attention, ne confondez pas ça avec le terme ancêtre commun, puisque là je parle de compatibilité. Il y a une petite nuance à saisir. Pour développer cela, on va faire un bond dans le passé. Lorsque Nolan possédait encore des cheveux noirs. Thaddeus le Traître a été le premier à trahir Viltrum en assassinant le père de Nolan par empathie pour les autres espèces de l'univers. Pendant des milliers d'années, Viltrum a fait trembler la galaxie. Aucun peuple ne pouvait leur tenir tête. Jusqu'au moment où il y a eu la trahison. Thaddeus a été le déclencheur de la guerre civile appelée la Grande. Et c'est durant ce chaos que les plus faibles ont perdu la vie. Et c'est là que ma théorie commence à prendre forme. Enfin, on avance. Et si Thaddeus, j'insiste sur le ici, n'était pas le seul à développer de l'empathie et du dégoût envers Viltrum? Ce que je suis en train de dire est purement logique. Est-ce que vous vous rappelez de ce discours? Bon, Conquest, considéré comme le plus fou des fous, est né de Viltrum, tout comme tous les autres Viltrumiens de sang pur que nous connaissons. Mais on va prendre l'exemple de Nolan. Nolan ressentait la même chose que Conquest, mais à un niveau amoindri, puisqu'il n'était pas instable mentalement. Et quand il est arrivé sur Terre, il a ressenti le bonheur. Le bonheur de s'attacher à un être de tout son cœur, avec Mark, avec les gardiens du globe et avec Debbie. Ces sentiments ne sont pas forcément étrangers aux Viltrumiens par défaut. Conquest, qui est un soldat d'élite, a une exigence sur ses épaules. Il doit représenter le Viltrumien parfait. Mais ceux qui sont moins parfaits que Conquest, ou même ceux qui ne sont pas des soldats, eux, ne ressentent pas une aussi grosse pression. Du moins, pas au même niveau que Conquest.
Donc ils peuvent, et je dirais même, ressentent plus d'émotions, des émotions qui ne sont pas le propre de l'humain. De nombreuses espèces animales ressentent et expriment des émotions fondamentales, joie, peur, colère, tristesse, attachement. Elles sont observables chez des mammifères comme les chiens, les éléphants, les dauphins, les primates, etc. Mais les émotions humaines sont particulières dans leur complexité. Les humains combinent des émotions primaires, universelles, avec des émotions secondaires, souvent liées à la culture et à la morale, au langage ou à la mémoire autobiographique, culpabilité, nostalgie, honte, espoir, etc. On a aussi la capacité de réfléchir sur nos émotions, de les analyser, de les verbaliser, de les mettre en scène, ce qu'on appelle la métacognition émotionnelle. Cet aspect de métacognition sera développé dans ma prochaine vidéo. Pourquoi Conquest n'aurait jamais dû perdre? Alors je t'invite à t'abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Bon, plusieurs preuves en dehors de l'émotion tendent à prouver le lien flagrant entre Viltrumiens et humains au niveau cérébral. Dans l'œuvre originale, on ne mentionne que l'élite des Viltrumiens, que des soldats. Cependant, nous avons vu que les Viltrumiens étaient les meilleurs, pas seulement physiquement, mais aussi intellectuellement. Ça, c'était avant qu'ils ne décident d'être le seul empire puissant, avant qu'ils ne décident de conquérir tout l'univers. La preuve de leur intellectualisme supérieur, c'est la façon dont Mark a pu être soigné par les scientifiques Viltrumiens alors qu'il avait contracté le virus du Scourge, beaucoup plus puissant, et les scientifiques Viltrumiens l'ont soigné en seulement quelques jours. Mais fermons cette parenthèse et revenons à la source, puisqu'on parlait d'émotions, d'empathie et de dégoût de la part de certains Viltrumiens. Retournons encore une fois à l'époque dans laquelle nous étions tout à l'heure, mais chez les Viltrumiens de préférence. Une poignée de Viltrumiens les plus faibles des plus faibles ont pris la fuite lorsque la grande guerre civile faisait rage. La guerre civile sur Viltrum aurait tellement fait rage que des informations de cette envergure sur des déserteurs auraient pu passer inaperçues. Je suis sûr que vous commencez à voir où je veux en venir. Il y a des milliers d'années, bien avant Omniman, bien avant que l'Empire Viltrum tel qu'on le connaît ne se mette en tête de conquérir la Terre, tout était chaos. C'était l'époque du grand massacre, de la purge génétique. Les plus forts tuaient les plus faibles. Cependant, les Viltrumiens les plus faibles, ceux qui n'avaient pas la force de se battre, savaient que leur moment était arrivé. On ignore à quel point certains Viltrumiens pouvaient être faibles, on ignore leur véritable niveau. Les seuls Viltrumiens que nous connaissons aujourd'hui sont les survivants et les enfants d'eau survivants, ceux qui avaient les meilleurs gènes de survie. Ces Viltrumiens-là savaient qu'ils ne survivraient pas, alors ils ont fait l'impensable. Ils ont fui. Ils ont voyagé à travers l'espace, blessés, brisés, cherchant une planète pour recommencer, pour guérir. Et ils ont découvert la Terre, une planète parfaite, assez loin des radars Viltrumiens pour y passer le reste de leur vie. Maintenant, pas besoin d'un dessin, ma théorie est posée, mon message est passé. Tout à l'heure, on a parlé d'ancêtres communs. Et c'est grâce à cet ancêtre commun que Mark est si Viltrumien. Mais on a vu que ce n'est pas suffisant. On a vu que la compatibilité génétique n'est pas assez, ou du moins pas suffisant pour que Mark soit invincible. Même si cette théorie tenait un peu et ne tient plus, car les Viltrumiens sont beaucoup trop loin de nous, à des années-lumière. Bon, on a tous un ancêtre commun. Et l'ancêtre commun le plus récent de tous les humains vivant aujourd'hui est estimé avoir vécu il y a seulement 2000 à 4000 ans. Cet ancêtre commun récent, parfois appelé MRCA, Most Recent Common Ancestor, c'est la personne dont tous les êtres vivants actuels descendent. Et tout à l'heure, j'ai fait un bond dans le temps, de 2000 ans environ, à l'époque de Jésus-Christ. Si nous parlons des Viltrumiens fugitifs qui ont découvert la Terre, on peut alors se dire qui sont les ancêtres d'Omark. Ce n'est pas si bête. La théorie de l'ancêtre commun est basée sur un seul ancêtre pour 8 milliards d'individus. Mais on n'est pas obligé de prendre 100% de l'humanité. Le pourcentage pourrait être divisé par 2, avec seulement 50% de l'humanité contenant un génome Viltrumien. Peut-être même qu'une dizaine de Viltrumiens auraient débarqué sur Terre, réduisant ainsi la période entre les 2000 et 4000 ans de l'époque où l'ancêtre commun a vécu.
Ces Viltrumiens seraient sans doute arrivés au plus tôt durant l'ère de Jésus-Christ et au plus tard avant l'an 1000, leur laissant le temps de mourir discrètement. Étant des Viltrumiens de seconde zone, ils n'auraient probablement pas vécu aussi longtemps que les Viltrumiens d'élite. Cependant, ces théories posent problème sur plusieurs points. Encore des problèmes. Déjà, l'ADN Viltrumien est pur. Les enfants de ces Viltrumiens auraient sans doute pu devenir comme Oliver, bien qu'Oliver descende d'un Viltrumien d'élite, ou bien être aussi fort que immortal, ou légèrement moins. Bon, pour expliquer cela, on va prendre l'exemple de Thrag. Thrag est une véritable force de la nature. Ce niveau est incomparable à celui de n'importe quel autre Viltrumien. Même Conquest, pourtant le plus vieux, ne lui arrive pas à la cheville, alors que normalement avec l'âge, un Viltrumien est censé devenir plus fort, grâce à la purification de son ADN au fil du temps. C'est un élément important à retenir. À travers cet exemple, on comprend donc qu'il existe une diversité génétique significative, même au sein des Viltrumiens dits purs. Comme mentionné précédemment, nous ignorons le niveau exact des Viltrumiens avant la Grande Purge. Il est tout à fait possible que certains aient eu une puissance inférieure à celle d'Immortal ou même à celle d'Oliver Grayson. Par ailleurs, il ne faut pas oublier le boost biologique que les Viltrumiens expérimentent lorsqu'ils frôlent la mort. Si un individu n'est pas un combattant actif, il ne bénéficie pas de ce boost. C'est logique, c'est comme un sportif. Chez nous, les humains, on a des monstres comme David Goggins qui parcourent 200 km en 3 jours. D'autres qui soulèvent une demi-tonne. Pourtant, ces personnes, David Goggins et compagnie, font partie de l'espèce Homo sapiens. Ils ne sont pas si différents de toi et moi. Et pourtant, ils sont différents de toi et moi. Cependant, le problème demeure. Comme dit plus tôt, on pourrait penser que ces Viltrumiens ou leurs descendants auraient pu au minimum voler ou montrer des capacités similaires à un Viltrumien d'élite, mais grandement amoindri. Effectivement, cette objection est valable. C'est ici qu'intervient une seconde explication. Tout à l'heure, j'ai mentionné que malgré leur incroyable puissance physique, les Viltrumiens excellent aussi dans le domaine biologique, technologique. Même ces Viltrumiens émigrés vers la Terre, étant les plus faibles physiquement, auraient pu être intellectuellement très développés, ou du moins assez développés pour manipuler leur propre ADN. Conscients des capacités de leurs propres espèces, ces Viltrumiens auraient pu volontairement créer une récessivité génétique dans leur ADN. Leur capacité viltrumienne serait alors devenue une caractéristique dormante, transmise à leurs descendants. Mais c'est quoi une récessivité génétique ? Ah bah dis donc, je vois qu'il y en a qui n'ont pas pris leur cours des SVT, hein. Ne vous inquiétez pas, on est proche de la fin de la vidéo. Dernier tour sur la science. La récessivité génétique, ça veut dire qu'un trait comme une couleur de cheveux ou des yeux ne se voit que si les deux parents transmettent ce trait à leur enfant. Exemple simple, imaginez que le gène pour les yeux bleus soit récessif, ce qui est le cas en réalité. Pour avoir les yeux bleus, une personne doit recevoir un gène yeux bleus de sa mère et un autre gène yeux bleus de son père. Si elle reçoit un gène yeux marron qui est dormant, alors elle aura les yeux marrons, même si elle possède un gène récessif yeux bleus. En l'occurrence, la récessivité génétique évoquée signifie que certains Viltrumiens terriens auraient volontairement rendu leur capacité physiologique, vol, force exceptionnelle, endurance, etc., dormantes dans leur ADN, donc non visibles directement chez leurs descendants. Cette caractéristique cachée, récessive, ne s'exprimerait pas pendant plusieurs générations, jusqu'à ce que Mark Grayson la débloque grâce au puissant ADN viltrumien de son père, révélant ainsi pleinement ses pouvoirs. Bon, j'aime bien ce cheminement, mais il y a mieux. On va avancer dans le temps jusqu'au moment où la coalition des planètes a frappé. On ignore combien de temps s'est écoulé entre le virus du Scourge et l'arrivée de Nolan sur la planète. Et étant donné que le virus du Scourge était moins puissant que celui que Mark a contracté, on peut spéculer sur ça. Les Viltrumiens restants, puissants mais ne faisant pas partie de l'élite, développent de l'empathie, comme ce que j'ai dit jusqu'à présent. Puis le virus du Scourge frappe Viltrum et il déserte Viltrum, comme tout à l'heure. Cependant, la différence réside ici. Le virus du Scourge aurait agi sur eux en dégradant leur constitution et en agissant comme une forme de récessivité sur leur ADN et celui de leurs descendants. Non seulement leurs enfants ont un génome viltrumien endormi, mais les Viltrumiens émigrés sur la planète Terre ne vivent pas très longtemps, ce
qui laisse une marge de temps pour que Nolan arrive et ne découvre rien, puisqu'ils sont morts. Et si on applique la règle de l'ancêtre commun le plus proche, tout finit par coïncider. Ces Viltrumiens sont affaiblis, il leur reste 10 ans, voire 30 ans à vivre, et par-dessus tout, ils sont aussi fragiles que les humains. Ce sont des humains, ils n'ont plus de pouvoir, tout simplement. D'ailleurs, cela pourrait agir comme un vaccin. Mark a trop bien supporté le virus du Scourge, un virus plus puissant encore que celui qui a mis à mort 99% des Viltrumiens. Ces 99% des Viltrumiens étaient les 50% qui eux-mêmes avaient survécu au grand massacre des Viltrumiens. Ces derniers n'étaient pas vraiment l'élite de l'élite, mais ceux qui s'en rapprochaient. Ce génome moitié Viltrumien, moitié virus du Scourge serait la clé qui aurait permis de fabriquer un